prévu. C'était complètement prévu. C'était complètement prévu. Ça fait voilà, une semaine, 10 jours qu'on est ensemble au Vietnam, mais on s'est dit quitte à être ensemble, autant en profiter pour en faire du contenu. Toi, tu fais énormément de contenu. Moi, je recommence à faire un peu de contenu. Déjà, premièrement, est-ce que tu peux, pour nos chers internautes, les nombreux interlocuteurs qui vont regarder ça, te représenter peut-être et dire un peu qui tu es? Ouais, carrément. Du coup, moi, c'est Olivia, j'ai 23 ans, ça fait 2 ans que je vis à Bangkok, donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Depuis 5 mois, j'ai créé mon accompagnement. J'aide les femmes à lancer leur activité en ligne, mais un business avec lequel elles vont être alignées. Avant ça, j'ai fait du SEO et du community management. Donc voilà, j'ai pu toucher à plusieurs business, mais maintenant, je suis complètement focus sur le coaching et accompagnement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Je voulais justement demander en deuxième question, par où tu as commencé. On rentre directement dans le business, parce que c'est des sujets que l'on adresse tous les jours. Ouais. Ça fait 5 ans, je crois, que toi, tu fais du business en ligne. Par où tu as commencé? C'est quoi les premiers business que tu as fait? Et surtout, je trouve intéressant, c'est pourquoi? En gros, j'étais en études de communication et puis à un moment donné, il fallait commencer à gagner de l'argent parce que la vie étudiante commençait à coûter cher. Donc comme je faisais de la communication tous les jours à l'école, je me suis dit, bon bah go, lancer une micro-entreprise de services en communication. Donc c'est ce que j'ai fait, je faisais tout au départ, site internet, logo, réseaux sociaux, tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir plus en plus d'opportunités dans les réseaux sociaux. Donc je me suis spécialisée dans le community management et j'ai beaucoup voyagé, beaucoup en Europe. Et au bout d'un moment, j'en avais marre du coup de tous ces pays. Je me suis dit, je vais aller voir ailleurs, d'autres continents. Donc je suis arrivée en Asie et une fois en Asie, j'ai découvert d'autres business models qui étaient plus scalables. Plutôt que de vendre mon temps contre de l'argent avec de la prestation de service, j'ai découvert l'affiliation. Ça m'a énormément plu, donc je me suis lancée dans cette verticale. Et j'ai découvert le SEO à travers l'affiliation, qui m'a aussi beaucoup plu. J'aurais jamais pensé finir là-dedans, mais j'ai commencé à me former. Et donc derrière, pendant 2 ans, j'ai fait du SEO affiliation. Donc en fait, je créais mes propres sites que je monétisais avec différents partenariats que j'allais chercher. L'exemple le plus commun, parce que souvent c'est très abstrait, ça va être les voyages. J'avais un site de voyage où je référençais les meilleurs hôtels de différents endroits. Et dès que les gens du coup passaient par mon site pour réserver leur logement, je prenais une commission sur leur budget de réservation. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et au bout d'un moment, perte de sens. C'était sympa, mais j'étais plus vraiment alignée avec ce que je faisais. Il n'y avait pas vraiment de mission. Le soir, j'allais me coucher, j'avais pas fait quelque chose de ma journée qui m'animait. Donc c'est là où j'ai réfléchi, je me suis posée, j'ai switché pour l'accompagnement coaching qui là a beaucoup plus de sens pour moi. On va rentrer dans ces sujets, mais j'aimerais qu'on passe de manière un peu plus détaillée sur le pourquoi. Du coup, tu as commencé, tu étais en école de commerce. Communication, pardon. C'est un peu tous la même merde. Oui. Mais tu t'es dit, il faut commencer à faire de l'argent. Est-ce qu'il y a eu un déclic? On voit beaucoup, et c'est possible que non, Ouais. mais on voit beaucoup de gens qui ont une vraie histoire hyper travaillée, etc. Est-ce que toi, il y a eu un truc qui t'a vraiment donné envie? Et comment tu as eu ce déclic d'aller vers faire du business en ligne, en tout cas proposer tes services à toi, qui n'est pas le chemin le plus classique? N'importe quelle personne, notamment en école de communication ou en école de commerce, le chemin le plus classique, c'est d'aller faire un job étudiant, d'aller faire des frites à McDo ou n'importe quoi. Pourquoi toi, c'est le business en ligne qui t'a attiré et est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors en gros, c'est vrai qu'il y avait les voies travailler chez McDo, serveuse qui auraient pu être des options. Mais déjà le contexte d'être dans une grande ville et du coup de devoir travailler le soir, me déplacer seule en tant que femme dans la ville, etc. C'était beaucoup trop insécure, je ne me voyais pas du tout faire ça et je pense que même mes parents n'auraient pas voulu que je fasse ça. Et derrière, ce qui m'a beaucoup aidé à me mettre ça dans la tête, c'est que mes parents sont entrepreneurs. Ils avaient un magasin, un e-commerce à ce moment-là. Et ça faisait déjà plusieurs jobs d'été que j'avais fait, soit dans leur entreprise ou des fois je faisais des petites missions comme ça. Donc j'avais déjà cette notion de ok, je peux faire de l'argent en ligne, je peux proposer des prestations de services. Donc je me suis dit, en plus ça va me faire de l'expérience pour après trouver des stages, mais j'ai pas eu un déclic comme là le coaching où j'ai eu des épreuves l'année dernière qui m'ont fait dire bon, arrête de faire des choses où t'es pas aligné. Autant au tout début, non, c'était plutôt meilleure option pour moi, la plus simple, je peux faire ça de chez moi, je peux faire ça même quand je suis en cours et que j'ai pas grand chose à faire. Et comme j'avais mes parents en exemple, ça m'a donné l'envie, donné l'idée, mais pas un déclic en particulier. C'est marrant. Alors, on a préparé 2-3 bullet points qu'on va adresser, mais on se connaît, enfin tu commences un peu à me connaître. Je suis assez freestyle et justement là tu dis un truc qui moi m'intéresse, qui n'est pas du tout dans les bullet points, c'est que du coup tu as des parents entrepreneurs. Ouais. Moi aussi j'ai la chance d'avoir un père qui a été entrepreneur, ou en tout cas qui a fait du business. Et du coup c'est toi ça qui t'a mis le déclic. Je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui toi tu accompagnes des femmes à justement faire du business et à trouver un peu une liberté, que ce soit financière, géographique ou autre. Comment ces filles-là qui n'ont pas forcément des parents entrepreneurs, parce que du coup on a un avantage concurrentiel énorme à avoir déjà cette notion que c'est possible de le faire.
Ouais. Il y a plein de gens pour qui dans la vie de tous les jours, c'est juste pas, Ils ça l'envisagent leur pas. traverse pas l'esprit parce Oui. que c'est pas leur philosophie et c'est pas dans ça qu'ils ont été éduqués. Mm, mm, mm. Est-ce que tu penses que cet avantage-là, si on le retrouve pas dans l'éducation au début, bah du coup c'est quasiment impossible, j'ai envie de dire, de se lancer dans le business en ligne par soi-même. Non, du tout, parce que alors, à l'époque, où ça fait du coup 6-7 ans que j'ai commencé à avoir ces idées-là, soit j'étais pas assez sur Instagram, soit ça n'existait pas encore, je sais pas, mais j'avais pas du tout cette vision de ok, ça existe, on peut le faire. Là aujourd'hui, honnêtement, dans tout mon entourage, de mes potes en France, etc., tout le monde connaît au moins quelqu'un qui fait du business en ligne ou qui a commencé à voyager, qui est un peu digital nomade. C'est devenu hyper répandu, tout le monde en parle. Donc maintenant, on a accès à l'information, on sait que ça peut exister. Après, il faut juste trouver la personne qui va correspondre, enfin, avec l'énergie, ça va matcher entre les deux personnes, qui va pouvoir t'inspirer, qui va être la bonne personne pour toi. Mais c'est important d'avoir une figure qui va te montrer le chemin. Mais que ce soit tes parents ou quelqu'un d'autre, pour moi, à partir du moment où tu sais que c'est possible, que tu le vois de tes propres yeux et qu'on t'accompagne, ça pose pas de problème. Et limite, pour rebondir par rapport à mes parents, moi je sais que ça a été quelque chose qui m'a limite plus démotivée au départ. Parce que autant toute petite, je me disais ok, c'est sûr, je vais monter mon entreprise, je vais être entrepreneur. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je voyais mes parents de plus en plus travailler pour gagner de moins en moins en France. Parce que du coup, ils avaient leur shop e-commerce, mais aussi un magasin physique. Business physique, ça m'en a dégoûté tellement je les voyais s'épuiser dans ce milieu. Et donc je me suis même dit, bon, je sais que je finirai par entreprendre, mais je pense qu'au départ, je vais quand même passer par la case agence et voilà, apprendre d'autres milieux, etc. Et quand j'ai découvert le business en ligne et du coup une autre forme d'entrepreneuriat, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être juste d'autres manières d'appréhender les choses. Mais au départ, ça m'a limite même refroidi de me dire, en fait, c'est pas pour moi, je veux pas faire ça, quoi. Ouais, je comprends très bien. Ok, très intéressant. Et est-ce que tu peux peut-être revenir un peu pour des personnes qui peuvent être intéressées sur. Tu as parlé d'accompagnement, de coaching, de ce que tu fais avec les filles. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail Ouais. et le détail de ta mission? Parce que tu parlais aussi de manque d'alignement avec le SEO et l'affiliation. Bon, écoutez, je suis en train de faire le montage de la vidéo du Meet and Learn que j'ai fait avec Olivia. Et on s'est rendu compte un peu trop tard qu'il faisait beaucoup trop chaud en extérieur pour tourner la vidéo et les téléphones ont totalement cramé. Du coup, ne vous inquiétez pas, c'est normal, mais on a changé d'endroit, on le fait dans une autre pièce. Mais le podcast reprend exactement au même moment où ça s'est arrêté. Et j'espère qu'il vous aura plu. Bon, du coup, ça a coupé. On était à un moment où je voulais que tu rentres un peu plus en détail dans ton accompagnement et de ce que toi t'apprenais dans ton accompagnement et pourquoi c'était pertinent. Et on avait enchaîné sur un autre sujet que je trouve intéressant, que je vais réenchaîner de manière pas du tout robotique, vu que ça a coupé. Mais vas-y, je te laisse parler un peu plus de peut-être qui t'accompagne, comment et pourquoi. Ok, du coup l'accompagnement il est vraiment pour toute femme qui souhaite lancer un business en ligne. Le but c'est pas de leur apprendre un business en particulier comme le SEO, le community management ou l'affiliation que moi j'ai pu faire parce que je crois pas du tout en ça. J'en ai marre justement de voir sur le marché tout le monde qui est en mode ok en 2026 il faut faire ce business parce que c'est l'opportunité de l'année, ça vient des États-Unis, la FOMO en fait qu'on essaye de vous mettre qui du coup n'est pas du tout vrai, c'est juste une tendance. En réalité tous les business fonctionnent, tout marche si tu décides de t'investir dedans et de te donner les moyens, tout va fonctionner. Il y a des voies qui vont être plus faciles que d'autres donc moi je suis justement là pour éclaircir à ce sujet, mais le but c'est que tu trouves vraiment ton business aligné, la voie où tu vas vraiment t'épanouir et pour que ça tienne du coup sur la durée. Donc la méthodologie de l'accompagnement, ça va durer 3 mois au total. Sur le premier mois, on va retravailler le mindset de la personne parce qu'on ne peut pas faire un business en l'état actuel de la situation actuelle de la personne, sinon elle aurait déjà une activité qui génère de l'argent. Ce que tu disais, c'est les actions que tu prends aujourd'hui amènent aux résultats que tu as aujourd'hui. Voilà. Et du coup, il y a un si tu veux des résultats différents demain, demain, il faut que tu fasses des choses différentes pour ça. Donc il va falloir revoir l'environnement, les relations, les habitudes, etc. Tu le dis assez rapidement, mais c'est pas forcément un travail très facile. Non, parce que... après le but en fait c'est souvent pour les femmes, elles veulent se surpréparer et du coup le but c'est pas non plus de passer 1000 ans dessus parce qu'au final on va apprendre au fur et à mesure de l'expérience, mais c'est important quand même au départ de prévisualiser les choses, de les anticiper, de s'y préparer mentalement parce que comme ça le jour où elles arrivent, ben c'est pas une grosse claque quoi. Tu sais que ok c'est normal en fait de vivre ça, c'est dur mais tu t'y étais plus ou moins préparé. Tu mets aussi toutes les chances de ton côté pour que ton environnement te porte favorablement vers ton objectif. Donc du coup voilà, il y a quand même cette préparation là à faire, mais le but c'est pas que ça dure un mois, ce qui bourre beaucoup souvent, et ça en fait on a l'impression qu'on se prépare, mais au final c'est juste de la procrastination déguisée. Donc le but c'est d'aller quand même rapidement sur ce sujet. Derrière, identifier du coup la voie alignée pour la personne, ainsi que le marché, parce que des fois tu peux avoir envie de faire quelque chose, tu te dis ok c'est bon j'ai trouvé ma voie alignée, sauf que est-ce qu'il y a vraiment un potentiel de marché derrière? Oui tout marche, mais il y a quand même certaines voies encore une fois qui vont être plus pérennes que d'autres. Donc tester ton idée au marché. Et on en a parlé, et je pense que ça a été coupé, mais chose que les gens réalisent peut-être pas forcément, parce qu'ils n'ont pas forcément de pensée entrepreneuriale,
il y a vraiment une capacité à faire de l'argent sur tout. Ouais. Donc on voit beaucoup de trends, notamment le business en ligne, où il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent dans les mêmes business models, ce qui veut du coup dire énormément de compétition, donc les prix sont drivés vers le bas, il faut se différencier énormément, alors que, et c'est la métaphore que j'utilisais tout à l'heure, quand tu regardes autour de toi, tout ce qui a été mis dans cette pièce, donc la télé, c'est des fournisseurs, c'est des distributeurs, c'est des assembleurs, c'est des usines, c'est des métiers. Donc il y a vraiment de la capacité à créer de la valeur, ou en tout cas à faire du business et de l'argent, de à peu près tout et n'importe quoi. Évidemment, il y a des marchés qui sont plus simples à aller chercher, il y a des barrières à l'entrée, et donc il faut trouver ce qui nous correspond le plus. Et c'est là que le business en ligne, c'est quand même assez pertinent, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se lancent dedans. Mais voilà, je vais juste refaire une petite passe dessus. Ouais, non mais 100%. Il y a souvent des personnes qui disent ouais, mais en fait j'ai rien à apporter, j'ai pas de valeur à créer, alors que si, t'as déjà des compétences aujourd'hui qui sont monétisables, juste t'en as pas encore conscience. Donc moi je suis là justement pour donner ce déclic. Donc une fois que la personne a trouvé sa voie, qui en plus a du potentiel, je l'accompagne à créer son offre pour justement se différencier de ce qui existe déjà sur le marché. Ensuite, du coup, ça va être trouver ses premiers clients. Donc ça, c'est dans la semaine, souvent 4 à 6. Le but de l'accompagnement, c'est qu'il a été pensé pour des gens qui ont déjà une activité à côté ou des études. Donc c'est pas être à 100% dessus. Si la personne est à 100%, ça pourra aller beaucoup plus vite. Derrière, trouver des clients, donc communication, acquisition. Et ensuite, au bout d'1 mois et demi, là, ça va être sur la suite de l'accompagnement jusqu'à la fin de pérenniser l'activité, la développer pour que ce soit stable, automatisé, délégué, etc. pour du coup avoir une structure qui génère de l'argent sans que derrière la personne ait besoin de moi sur la durée. Même si au final, une fois que la personne rejoint l'accompagnement, à vie, elle aura accès aux mises à jour. Si elle a des questions, on est en contact, mon carnet d'adresses, bien sûr. Mais voilà, l'accompagnement, le coaching en tant que tel dure 3 mois. Ok, très clair, très intéressant. Et celles du coup, qui sont intéressées, il y aura le lien de toute façon dans la description vers tes réseaux et autres. Chose que je trouve intéressante à demander, parce que du coup de l'extérieur, ça peut en mettre plein les yeux, ça peut être ultra intéressant. Ça fait 5 ans que tu es dans le business, 5 ans que tu vis de manière indépendante, que tu voyages, que là aujourd'hui tu habites à Bangkok. Ça peut paraître super, mais je pense que absolument comme tout le monde, tu as dû faire 2, 3, 5, 10 énormes conneries qui t'ont fait perdre soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de temps, peut-être, dans ta montée. Et moi, je suis curieux, plus que les côtés super positifs, j'aime bien demander, c'est quoi les 2-3 conneries que tu as pu voir, que tu as pu faire, qui pour toi sont les plus gros freins. Et donc, ça peut être au début, peut-être avant de se lancer, ça peut être quand on est dedans, et ça peut être encore maintenant, quelque chose que tu as fait assez récemment. Je veux savoir, c'est quoi pour toi les plus grosses bêtises qui t'ont fait perdre le plus de temps ou d'argent? Ouais, en vrai, j'en ai 2 principales qui me viennent en tête. La première, c'est que j'ai toujours voulu faire seule les choses. Pas parce que j'avais peur de demander de l'aide, mais plutôt parce que je voulais pas investir, que ce soit dans des ressources avec des personnes ou quoi que ce soit. Et au début, j'en avais même pas conscience. Mais en fait, le fait d'avoir voulu faire de l'autodidacte, j'ai perdu tellement de temps. Quand je suis arrivée à Bangkok et que j'ai rencontré les bonnes personnes, entre guillemets, qui m'ont montré, eux, leur méthodologie, etc., je me suis dit, mais purée, si j'avais appris ça il y a 3 ans quand j'ai commencé, mais là où j'en serais aujourd'hui, là, des fois, à Bangkok, quand il y a des petits jeunes qui arrivent, enfin, des petits jeunes, je suis pas très vieille, mais dans l'idée, ils ont 18-19 ans, je me dis, mais purée, si j'avais commencé à leur âge à faire comme ça les choses, là, si j'étais déjà à Bangkok à cet âge-là, mais ça veut dire que je serais déjà millionnaire 5 ans après, quoi. Donc, du coup, vraiment, le truc de accepter en fait que c'est normal de demander de l'aide à quelqu'un qui a déjà construit ce que tu veux construire dans n'importe quel aspect, n'importe quel business. À chaque fois que j'ai vraiment step up, ça a été quand je me suis fait accompagner par des personnes. Au-delà des formations, je trouve que l'accompagnement a beaucoup plus de valeur. Vraiment la personne qui va te coacher au quotidien, qui va te... Parce que des fois tu peux avoir la théorie, mais dans la pratique, tu vas quand même faire des erreurs. Alors que là, tu as vraiment la personne qui dit ouais, tu es en train de partir dans la bonne direction ou au contraire pas du tout. Donc ce truc-là, de demander de l'aide plus tôt et pas faire de l'autodidacte. Moi, je pousserais même le sujet... Outre demander de l'aide, oui, évidemment, va t'inspirer des gens qui ont déjà fait ce que tu as fait. C'est vraiment le plus gros cheat code. Et la plupart des business, c'est ça. Hein. C'est trouve quelque chose qui marche déjà et juste fais-le à ta façon ou en mieux. Ouais. Donc, en fait, rien que entouré des bonnes personnes et la notion de mentor, je la trouve assez floue parce que moi j'ai toujours voulu trouver des mentors et je savais pas trop comment m'y prendre. En fait, comment tu vas voir quelqu'un en lui disant vas-y aide-moi, et genre en mode je suis ton mentoré. Mais en arrivant à Bangkok là, du coup les gens avec qui je travaille, j'en ai trouvé. Ça s'est pas fait en mode mentor, mais on travaille ensemble, ils ont plus d'expérience que moi et donc il y a un peu cette dynamique là. Et je trouve que c'est un changement fou en termes d'apprentissage et de retour, d'avoir quelqu'un avec qui tu peux challenger ces sujets. Parce que c'est toujours plus simple d'analyser ce que quelqu'un d'autre fait plutôt que ce que toi proprement tu fais. Et donc toi, tu as énormément de biais mental de pourquoi tu penses que c'est une bonne idée, pourquoi tu penses que c'est une mauvaise idée en fonction de tes parcours, de tes expériences, de ce que tu fais. Et il y a des personnes de l'extérieur qui vont avoir déjà plus d'expérience que toi et donc une meilleure vision et qui, d'eux, vont pas être investis émotionnellement dans ce que tu es en train de faire. Et donc beaucoup plus simple d'être neutre
et donc d'avoir une vision objective de ce qui se passe et de ce que tu fais bien ou pas. Donc ça, je pense que c'est pour pousser encore plus le truc que juste investir dans des accompagnements, mais je pense que c'est ultra pertinent. Déjà, avoir les bonnes personnes autour de soi et avoir des personnes qui sont plus avancées que toi. Il y a une phrase de je sais plus qui que j'aime bien, c'est je préfère être le plus bête dans la pièce tout le temps. Plutôt qu'être le plus intelligent. On aime bien, pour l'ego, penser qu'on est le plus intelligent, etc. Mais si en fait tu es dans une pièce de gens cons, tu vas plutôt être abaissé à leur niveau plutôt que toi réussir à tous les emmener à ton niveau. Alors que si tu es le plus bête dans une pièce de gens brillants, tu vas plutôt être amené à être tiré vers le haut et à tirer vers leur niveau de brillance que l'inverse. Et surtout, il y a des shifts mentaux et que toi tu as vu à Bangkok, que moi aussi je suis en train de découvrir plus encore maintenant, où il y a des barrières mentales, comme typiquement sur des paliers de revenus, où au début, quand tu commences, 1000, 2000, 3000 euros, c'est déjà impressionnant. Après, tu rencontres des gens qui font 20 000 par mois et c'est normal, tu vois, et c'est normalisé. Et le fait d'être avec eux et d'évoluer dans le même environnement qu'eux, ça normalise le fait que c'est une somme qui est possible à atteindre. Et donc ça, je trouve ça super puissant. Au-delà de l'argent, moi je sais que j'ai eu ce truc-là avec la création de contenu. Ça faisait très longtemps, limite ça fait 10 ans que j'ai envie de faire du contenu. J'avais commencé dans ma chambre gamine avec une petite caméra que mes parents m'avaient passée. Et bon, j'ai très vite arrêté parce que justement j'avais pas le bon environnement et la bonne confiance pour le faire. Mais j'ai toujours eu envie de le faire. Et c'est vraiment en arrivant à Bangkok et de voir qu'en fait dans mon entourage, tout le monde crée du contenu. Genre limite, t'es vraiment pas normal de pas le faire. Enfin, c'est trop con, pourquoi tu loupes cette opportunité-là. Alors que si j'étais restée en France, personne n'en fait. Je sais que j'aurais plus ce truc de c'est plus compliqué de sortir de ma zone de confort, de me démarquer parce que j'aurais été la seule à le faire. Alors que là, encore une fois, tout le monde le fait, c'est normal de pas le faire. Enfin, j'ai fait une vidéo. Faut comprendre qu'à Bangkok, du coup, dans la communauté française, c'est beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui font du business. Et le contenu pour le business, c'est un levier énorme. On va parler notamment des différences entre toi qui es dans le monde du B2C maintenant et moi qui suis dans le monde du B2B. Mais c'est un levier énorme, quel que soit ton business model. Et la notion de personal brand. Et j'en parle dans une vidéo que j'ai fait très récemment, qui est complètement décousue, un peu comme ce podcast, que vous pouvez aller voir. Mais c'est une façon de contrôler le narratif, de pouvoir se montrer. Et en plus, alors là, c'est encore pousser plus le sujet, mais l'économie de base, c'est basé sur la confiance. Les gens achètent quand ils sont dans une période de confiance, tu achètes des trucs parce que tu as confiance en l'euro, en l'infrastructure économique. Et c'est pareil sur n'importe quel business, et les gens ont besoin de te faire confiance pour acheter. C'est-à-dire que les gens qui vont prendre ta formation, elles te font confiance. Elles pensent que tu peux les atteindre X, Y, Z. Et le contenu, ça reste quand même le meilleur moyen de créer de la confiance, parce qu'elles ont pas l'impression que tu fais ça pour elles, mais elles voient des preuves en permanence, même si elles s'en rendent pas compte. Elles voient des preuves en permanence que tu fais ce que tu dis que tu fais, et que tu es qui tu es. Donc c'est un levier énorme de confiance. Et du coup, évidemment, à Bangkok, où on est entouré d'entrepreneurs et de gens qui font du business, c'est un levier énorme qui est beaucoup plus commun qu'en effet quand tu es à Paris, en école de commerce, où ça peut sortir un peu du cadre. Et il y a forcément, évidemment, beaucoup plus de jugement, et ça peut être des freins énormes. Mais surtout avec l'IA aujourd'hui aussi, je trouve de créer du contenu, c'est le truc qu'il faut faire en ce moment, parce que on va arriver vraiment dans quelques années à un monde où tout va être 100% automatisé, digitalisé, où il n'y aura plus du tout de relations humaines. Le fait de créer du contenu, ça garde justement cette connexion humaine avec les gens, même si au final, on ne se connaît pas personnellement. Les gens ont l'impression de te connaître quand ils regardent tes vidéos. Moi, je l'ai eu trop le cas là, depuis que j'ai commencé à créer du contenu. Les gens me parlent comme si j'étais au courant qu'ils avaient vu mes vidéos et que du coup, ils savaient ma vie. Et je me dis, c'est vrai que j'ai raconté ça. Ouais. Et il y a des fois trop de trucs où je me dis, putain, oui, c'est vrai que c'est public, quoi. Les gens le voient. Et donc, les gens ont l'impression vraiment de te connaître. Ça crée, comme tu dis, vraiment la confiance. Et c'est le truc pour derrière faire du business. C'est clair. Et après, là, on parle de faire du business. Moi, dans ma vidéo, je parle aussi de le faire en perso. Et je pense que le fait, de toute façon, on a tous une image qu'on ressort, qu'on fasse du contenu ou pas. C'est-à-dire que les gens te croisent dans la rue, ils ont, qu'on le veuille ou non, inconsciemment, on juge et on a une façon de voir la personne et on a des a priori sur la personne. Et donc, le fait de faire du contenu, c'est aussi choisir un peu, de décider la façon dont tu veux que les gens te voient. Et ça demande de se connaître et de savoir ce qu'on a envie de montrer. Et donc, ça permet de contrôler, entre guillemets, un peu le narratif, même si, évidemment, in fine, tu ne contrôles pas du tout ce que quelqu'un pense de toi. Mais sujet très intéressant. Donc, ça, c'est... Donc, on était sur les plus grandes erreurs que tu as fait dans ton parcours. Donc, la première, c'était pas d'avoir investi. Ouais, je dirais ça, vouloir faire de l'autodidacte alors que j'ai perdu beaucoup trop de temps comme ça. Vraiment la plus grosse erreur. Et la deuxième, je dirais que j'ai aussi perdu beaucoup de temps, d'énergie et sûrement d'argent aussi comme ça, de vouloir... Alors, je bosse beaucoup en mafia, genre avec mes potes, ma famille, j'aime beaucoup travailler avec des gens que je connais, mais parfois j'ai voulu donner des opportunités à des gens qui n'étaient pas prêts à les recevoir. En fait, quelqu'un qui va venir voir moi, qui me dit « Olivia, je veux trop qu'on bosse ensemble ou je veux qu'on fasse ça, let's go », parce que je sais que la personne va être motivée, elle va se donner, et même si elle n'a pas forcément les compétences comme un ou une experte aurait si j'avais pris quelqu'un d'autre, je sais qu'il y a ce truc justement de confiance qui va tenir sur la durée. Mais quelqu'un qui
ne demande pas, en tout cas ne va pas chercher à venir vers moi. J'ai trop voulu justement donner des opportunités à des gens qui, encore une fois, n'étaient pas prêts à les prendre. Et donc j'ai perdu beaucoup trop de temps, d'énergie, d'argent dans mes... Parce qu'au final, la personne, elle va pas me dire non, je viens vers elle, elle voit quand même un peu le potentiel. Mais au final, elle s'investit pas du tout de la bonne manière parce que je lui donne un peu tout sur un plateau d'or et plateau d'argent et ça marche pas, quoi. Et donc si j'avais pris juste cet argent ou ce temps, je l'avais investi sur quelqu'un, ça m'aurait peut-être plus coûté au départ, mais n'empêche que j'aurais des résultats beaucoup plus rapidement. Donc vouloir arrêter de sortir les gens d'une situation si eux n'ont pas demandé d'en sortir, arrête d'essayer de forcer pour ça, quoi. Ouais, outre ça, tout le monde n'est pas fait pour cette vie-là. Hein. Ouais, après des fois il y a des choses, c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, ça aurait pu être des toutes petites missions, des petites choses. Mais oui, déjà, il y a quand même cette vision, je suis d'accord. Et surtout, je voulais trop... En fait, j'avais l'impression d'avoir découvert un truc incroyable que je voulais faire partager à mon entourage. Mais sauf que mon entourage, je sais pas ce qu'ils veulent. Eux, s'ils sont contents de leur situation aujourd'hui, s'ils sont heureux comme ça, ben très bien. Et juste qu'on reste chacun dans nos cases, quoi. Mais donc ouais, ça m'a fait perdre beaucoup de temps et d'énergie et du coup d'argent au final. Ouais, je comprends. Mais ouais, moi du coup c'est sur les trucs plus entrepreneuriaux, mais j'ai cette notion d'avoir l'impression d'avoir découvert quelque chose de ouf, une mine d'or, et du coup de dire à tout le monde mais venez on va tous sur la mine d'or, quoi. Mais oui, pourquoi vous venez on pas on emmène tout le monde, quoi. Ouais. Mais en fait il y a des gens, il y a des gens ça les intéresse pas, et c'est ok, tu vois, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur ou faire du business, hein, et il y en a une majorité des gens que ça intéresse pas d'ailleurs. Et je pense qu'il faut aussi arrêter un peu de glorifier l'entrepreneuriat, parce que c'est en effet super sympa, et alors là je vais à l'encontre de ton accompagnement, c'est ce que tu vends entre guillemets, la capacité de pouvoir être au soleil, de pouvoir décider un peu de où tu vis, oui. de pas forcément travailler 20 heures par jour, etc. Mais il y a un autre côté de l'entrepreneuriat où en vrai, même si toi tu vends ça, derrière tu te fais des journées de 18 heures, il y a des journées où c'est catastrophique. C'est ça, ouais. Là on est en mai, moi je fais du B2B, c'est une catastrophe ce mois. Et il y a des moments où ça va pas, c'est compliqué, etc. Et t'as beau être à Bangkok, à Bangkok il y a la saison des pluies, hein, c'est pour ça qu'on est au Vietnam là. Oui, mais voilà, tu vois. Cette capacité de faire ça, c'est cool, mais ça reste que le haut de l'iceberg, il y a aussi beaucoup d'autres trucs à prendre en compte, et tous les gens sont pas faits pour cette haute partie-là. C'est bien de vouloir le haut, il faut être aussi en capacité d'accepter ce qu'il y a en dessous, clairement, qui est beaucoup moins fun. Non mais moi par contre ça je le dis à chaque fois, je vais pas forcer les gens pour venir dans mon accompagnement, loin de là. La personne est vraiment motivée, elle sait qu'il va falloir qu'elle travaille. En plus je le dis à chaque fois dans chaque appel de découverte, je te promets des résultats, oui, mais par contre, il faut que tu travailles, c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Enfin, je veux dire, si tu suis ma méthodologie, c'est impossible que tu n'y arrives pas, mais il faut que tu m'écoutes et il faut que tu t'investisses. Parce que littéralement, ouais, ça va changer ta vie Enfin, le matin, tu te lèves, tu penses à ça, tu te couches le soir, tu coupes jamais. Hein. Une fois que tu fais de l'entrepreneuriat, c'est ta vie, genre, c'est lié. Ton pro, ça devient ton perso. Et ça, il y en a pas beaucoup qui sont prêts à l'accepter. Ouais, bah tiens, on va directement aller là-dessus, je pense que c'est parce que je l'avais pas mis dans cet ordre-là. Mais en termes de notion vie pro-perso, toi, tu t'accompagnes des filles à se lancer dans le business, donc on parle de pro. Toi, t'as fait, y a forcément, comme tu l'as dit, ça impacte ta vie perso, ça devient ta vie perso, en fait, le business, hein, ça devient ta vie de tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire du business sur le côté pro? Je sais qu'il y a des trucs que t'as mis en pause, il y a d'autres que t'as moins mis en pause. Je suis curieux d'avoir ton avis sur... Est-ce que tu penses qu'il y a des gros sacrifices à faire sur sa vie perso? Que j'ai mis en pause sur le côté perso. N'importe. Oui, il y a cet exemple-là qui est intéressant. On est en train de faire des messes basses. Les gens ne comprennent pas encore. Non, mais t'as dit pro, et c'est pour ça que j'étais en mode pro, j'ai rien mis en pause. Ah oui, non, mais perso, des trucs, des sacrifices perso que tu dois faire pour ce côté pro, pour ce côté business. Où il faut aussi que les gens soient préparés à ça quand ils vont rentrer. Est-ce que tu penses que ce que toi, tu as dû faire aussi, les autres vont devoir le faire? Est-ce que tu penses que c'est une obligation, ou est-ce que tu penses qu'il y a moyen de le gérer d'une autre façon? Donc là, ce dont on fait allusion depuis tout à l'heure, c'est le fait de mes relations. Quand j'ai commencé le business vraiment de manière plus intensément, j'ai arrêté de me préoccuper de mes relations sentimentales, on va dire. Et en vrai, c'était pas forcément lié à ça, c'est plutôt que j'ai eu des mauvaises expériences qui m'ont fait dire ok, là je me coupe de ça. Et ensuite derrière, je me suis tellement investie dans mes projets que maintenant c'est vraiment plus du tout une de mes priorités. Et j'ai vraiment, comme ça je te l'avais déjà dit, mis... Pour moi, de mes 20 à mes 30 ans, je me consacre qu'à moi, qu'à mes projets, qu'à ma carrière, entre guillemets, tout ce que je veux construire. Et ensuite, de mes 30 à 40 ans, là, je vois une autre chose je voudrais construire une vie de famille, je voudrais plus me poser, ralentir. Ça veut pas dire que je vais arrêter de travailler, loin de là, mais je me consacrerai à un autre objectif de vie. Et du coup, il y a ce truc en fait, dans mes 20 à 30 ans, alors c'est pas figé, mais dans l'idée à peu près cette période-là, si... quelque chose vient matcher exactement avec mes projets, mon énergie, mes plans, ok, let's go, je suis prête à l'accueillir. Mais si ça matche pas, vraiment, j'ai aucune envie de chercher ou j'ai aucun scrupule à repousser les choses parce que je suis concentrée encore une fois sur moi.
Et j'ai une liste de choses que je veux accomplir avant toute seule. Mais ça, du coup, c'est vraiment personnel. Ça veut pas dire que tout le monde doit le faire, loin de là. Au final, ma vie perso, elle est quand même très équilibrée. À côté, je veux dire, je fais beaucoup de sorties avec mes amis. Je fais plein de voyages. Je sors souvent en mode j'aime bien faire la fête. Je fais beaucoup de sport. Il y a plein de choses à côté où c'est pas juste je travaille 20 heures par jour et c'est tout, loin de là. Donc c'est pas du tout nécessaire de sacrifier sa vie perso, au contraire, même moi j'encourage plus à garder un équilibre vie pro perso parce que sinon ça tiendra pas sur la durée. Pour moi, tu vas t'épuiser, tu vas tenir quelques mois, là si t'es très fort, 1 an, 2 ans, mais après derrière ça te rattrape d'une n'importe quelle forme, la santé, le burn-out mental, ce que tu veux. Et donc ouais, non, c'est important d'avoir un équilibre. Après, forcément, entreprendre, oui, tu vas faire des sacrifices. À un moment donné, il faut que si tu veux que ça, en tout cas, tout dépend de tes objectifs. Si tu veux juste gagner 2 000 à 3 000 euros par mois en tant que freelance, tranquille, tu peux faire des choses, avoir limite la même vie que tu as actuellement parce que juste tu vas remplacer ton activité et ok. Mais si tu veux faire de plus gros chiffres ou construire de plus grosses choses, il va falloir que tu fasses des sacrifices parce que tu vas devoir te mettre à 10 000 % dans ton projet, devenir obsédé par ça, ça va guider toute ta vie de tous les jours. Donc oui, ça demandera des C'est sacrifices. ça, je pense qu'il y a une différence dans l'intensité de l'objectif. C'est ça. Parce que En vrai, juste on en parlait hier, tu vois, typiquement, moi je sais que je voudrais jamais devenir milliardaire parce que les efforts que ça demande pour atteindre le milliard, mais hors de question, c'est pas du tout la vie que je veux. Le million, oui. Et du coup, c'est ça, en fait, je pense que les gens juste n'ont pas conscience des chiffres, ce que ça engendre comme du coup conséquences, sacrifices. Et c'est juste ça où, voilà, tu savais pas ce que c'est un t'allais sujet faire. où on n'est pas forcément d'accord. Typiquement, moi, sur la notion d'équilibre vie pro-perso, c'est un concept qui me sort par le nez, si tu veux. Mais c'est peut-être encore dans cette notion d'objectif, tu vois, en fonction de ce que tu veux atteindre. Évidemment, oui, tu as un équilibre vie pro-perso qui peut être plus ou moins adéquat. Moi, le pro, ça représente 90% de ma vie, je pense. Je ne fais pas forcément de sorties avec des potes beaucoup, surtout depuis que je suis à Bangkok. Quand j'étais à Paris, je le faisais plus. Mais justement, c'est aussi pour ça que je suis parti. Ouais. Et ça me va très bien, hein. Et c'est le mode de vie que moi j'ai mené, et c'est ça qui me va bien. Le fait d'y réfléchir du matin au soir, et que les sujets call, acquisition B2B, ça me fasse, ça me fasse rêver, c'est exactement ça que je veux, tu vois. Mais du coup, j'ai pas du tout, entre guillemets, d'équilibre vie pro-perso, je pense, dans la façon dont les gens l'entendent en termes de sortie, voir ses amis, etc. Parce que souvent les gens ils vont se dire ok c'est du 50-50 alors que non par contre pas du tout, enfin moi non plus c'est pas du tout 50-50, je pense que je suis plus à du 70-30, mais par contre ouais je sais que j'ai un peu plus d'équilibre perso, mais après voilà si toi c'est ce qui te correspond aujourd'hui, c'est pas dit que dans 1 an ou dans 2 ans ce sera exactement la même chose, peut-être que tu vas rechanger tes trucs, peut-être à 100%, peut-être à 80-20, mais voilà c'est juste faut trouver son propre équilibre. Ouais, et en plus, faut aussi voir ce que ça veut dire vie pro-perso, parce que moi, dans ma définition, j'ai une bête de vie pro-perso, tu vois, ça me va très bien. Les gens qui regardent à l'extérieur trouvent que je suis pas du tout équilibré, mais moi, ça me va très bien, et dans ce que j'appelle ma vie pro, j'ai typiquement le sport, ce que je fais en sport. Ah, tu dis que c'est du pro, toi? Bah non, du perso, pardon. Ah oui. Dans ma vie perso, je fais exactement la quantité de sport que je devrais faire. Pas en ce moment, c'est catastrophique, mais normalement, quand je suis dans les bonnes conditions, je le fais. Donc ça, c'est ma vie pro, en fait. Et ça représente... oui, perso, je dis n'importe quoi. Ça représente, je sais pas, peut-être 1 euro ou 2 de ma journée, donc c'est quand même une sacrée part. Donc le sport et les autres choses que je fais, que je considère perso. Mais dans l'ensemble, tu vois, même quand je suis en train de courir, je peux prendre des calls, je fais mes trucs. Ça veut pas dire que le pro s'arrête, quoi. Mais après, en vrai, je dis ça, mais pro-perso, c'est pareil. Enfin, dès que je fais des sorties avec mes amis, tous mes potes sont dans l'entrepreneuriat, on parle tout le temps business. Enfin, je veux dire, c'est hyper rare qu'on ait un sujet qui soit pas... Et si c'est pas nos business, ça va être juste le contexte d'aujourd'hui. C'est tout le temps ultra stimulant, donc vraiment, oui, on coupe jamais. Enfin, moi, en tout cas, je coupe jamais. Mais c'est pas la vie que les gens ont besoin d'avoir non plus, ça dépend juste de chacun ses objectifs. Je pense qu'on a peut-être pas les mêmes objectifs que des gens au début qui veulent juste se lancer et peut-être juste remplacer leur vie actuelle, trouver un job qui leur permet de travailler à distance. C'est des choses différentes, quoi. Ouais, c'est sûr. Notion que je trouve intéressante, du coup, tu considères qu'il y a forcément des sacrifices à faire dans le business, si tu veux faire du business, en fonction de tes objectifs, évidemment, aussi. Ouais. Donc, en gros, c'est pas noir ou blanc, c'est marrant, toi qui vois, en tout cas, ta philosophie est très noire ou blanche, là, c'est un truc que tu vois pas noir ou blanc, donc c'est intéressant. En termes de, on en avait parlé dans une première vidéo qu'on avait fait ensemble, d'énergie, masculine, féminine, est-ce que tu penses que les femmes, du coup, dans le business,
de ce que toi t'en sais et ce que toi tu vois avec les filles que tu coaches aussi maintenant, parce que tu as du coup peut-être une vision plus avancée, parce que la première fois qu'on s'était parlé, c'était en création. C'était pas encore sorti, c'était pas encore lancé. Il y avait encore plein de trucs à faire. D'ailleurs, je serais preneur que tu puisses faire la différence entre aujourd'hui et maintenant. Ouais. Mais est-ce que tu vois qu'il y a une nécessité à sacrifier une partie de son énergie féminine par moment de la journée ou par situation, ou d'être un peu plus dans du masculin? Oui, alors sacrifier, c'est pas le mot, mais bien sûr qu'entreprendre va te demander en tant que femme d'être énormément dans ton énergie masculine. Encore une fois, ça veut pas dire que du coup tu vas plus du tout être une femme au quotidien, quoi. Juste, tu vas rééquilibrer. Quand tu travailles, tu vas devoir prendre des décisions comme un homme, prendre des risques comme un homme, réfléchir comme un homme, parce que sinon, on est beaucoup trop émotionnel, on est beaucoup trop dans nos pensées, on s'auto-freine, on s'auto-sabote au quotidien. Donc ça, on m'a beaucoup repris des amis coach, Max, que tu connais dans son podcast, on en parlait beaucoup, qui me disait, mais les mecs, c'est pareil. Mais alors du coup, pour moi, c'est juste des mecs qui sont un peu dans leur énergie féminine. Pour moi, c'est typiquement féminin, justement, de réfléchir, de réfléchir à... Tu te dis que c'est un peu border? Non, je me dis, toi, genre, j'ai vu ta tête, je me suis dit, je sais ce que tu t'es dit dans ta tête, c'est ça qui m'a fait rire. Mais... Non, en plus, c'est pas du tout à ça que je pensais, j'avais vraiment un vrai truc dans la tête que je veux dire. Ok. Donc du coup, ouais, voilà, pour moi, une femme va devoir être dans son énergie masculine, mais ça veut pas dire que derrière, elle sera plus tout féminine. Par contre, le risque, moi, j'ai eu et que je vois autour de beaucoup de moi des femmes qui entreprennent, c'est du coup, on oublie cette énergie féminine et c'est important du coup de rééquilibrer dans notre quotidien avec d'autres activités, d'autres choses qui vont réexprimer notre énergie féminine pour pas perdre ce truc, sinon on se déséquilibre totalement. Mais oui, bien sûr que moi, je reste convaincue que pourquoi il y a plus d'entrepreneurs hommes que femmes, mais parce que juste pour vous c'est beaucoup plus naturel, cette capacité à aller de l'avant, à passer à l'action sans réfléchir, à prendre des risques, que pour une femme. En dehors de l'entrepreneuriat, là où on peut le retrouver dans le salariat, c'était des études qui montraient ça, que avant de demander une promotion, en fait les hommes en général n'attendaient pas d'avoir les compétences pour le faire. C'était pas du tout une priorité pour eux. La priorité c'était d'avoir la promotion, l'upgrade, et de se dire de toute façon quand je serai sur le moment, je vais bien devoir trouver un truc pour gérer, tu vois. Alors qu'au contraire les femmes attendaient d'être parfaites pour le rôle, et une fois qu'elles étaient parfaites, elles pouvaient se sentir de demander. Parfaite, où la situation, le bon moment n'arrive jamais. Au final, il y a toujours des excuses. Et c'était une des choses qui expliquait pourquoi les hommes étaient plus promus que les femmes en termes de statistiques. Évidemment, c'est pas forcément général, il y a d'autres choses à prendre en compte, mais c'était un bon exemple, et ça s'applique au salariat qui est différent de l'entrepreneuriat, donc je suis preneur qu'on puisse aussi faire dans cela. Je suis assez d'accord, et ce que je voulais dire sur l'énergie féminine, masculine, en fait, c'est très rare que quelqu'un soit 100% masculin ou 100% féminin. Mais bien sûr. En fait, c'est un 80-20, c'est un 90-10, ça dépend de toutes les personnes, et il y a des moments où tu exprimes plus une certaine partie que l'autre. Bien sûr. Et évidemment, je pense que pour les hommes, et notamment pour moi, de devoir accepter qu'on a une partie d'énergie féminine et qu'il y a certains de nos trucs qui sont dictés par ça, ça me rend ouf. Mais alors que vraiment, comme ça, on n'est pas en train de te traiter de femme, juste t'as une partie d'énergie féminine, quoi. Ouais, mais en plus, je le sais. Et d'ailleurs, oui, c'est ça que je voulais dire. Pour ceux, et donc là, c'est plus pour les mecs par contre, mais il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'homme supérieur. Et non, c'est pas sur le fait que les hommes sont supérieurs, mais c'est vraiment sur les dynamiques et les relations hommes-femmes, et ce que c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et le livre est insane. Il est vraiment incroyable pour comprendre un peu les subtilités qu'il y a sur ces sujets-là. J'avais trouvé le livre très intéressant et je l'ai relu plusieurs fois, et donc je le conseille, et je mettrai un lien vers le livre dans la description parce que je pense qu'il est vraiment intéressant. Et du coup, tu dis de devoir refaire des activités qui te permettent d'exprimer ton énergie féminine. Concrètement, ça veut dire quoi? Ouais, alors je me suis auto-expérimentée parce que c'est des trucs que de base j'aurais jamais fait, mais je me suis dit déjà tout ce qui était danse, les trucs comme ça, pourtant j'ai jamais aimé ça, mais l'année dernière j'ai fait énormément de sport masculin où c'était toujours la performance, voilà, les Aerox, les compètes. Tu as fait des Aerox l'année dernière, ce qui est quand même chose à noter parce que c'est pas tout le monde. C'était incroyable à faire, ça a été une superbe expérience, mais je me suis dit là je commence à être beaucoup trop juste toujours dans la performance, et je pense que j'ai besoin de rééquilibrer. En fait, j'entendais partout autour de moi, je ressentais pas la nécessité, mais je me disais ok, ça peut quand même m'apporter, c'est sûr. Et en vrai, alors que je pensais vraiment détester ce genre d'activité, c'était super cool à faire. La danse, on a essayé le heels, on a fait plusieurs types de danse, c'était super cool. Et je pense que du coup, ça contribue aussi à ta confiance en toi, à exprimer, je trouve, dans ta posture. Il y a plein de choses en fait que ça peut aider au quotidien. Derrière,
je sais pas, tout ce qui va être pilates, l'agri, tout ça, je me dis que c'est aussi des trucs qu'il faut que je teste un peu plus, qui sont en fait où je cherche pas toujours à avoir la performance, parce que je pense que je vais me perdre sinon dans ça. Il faut pas forcément, je pense, s'y penser comme activité ou truc à faire. Je sais qu'on en avait parlé, t'es pas obligé d'être dans le faire tout le temps. Ouais. Il y a quand même une notion de devoir juste être. Oui. Et Mais ça, en je plus... pense que être dans le féminin, il y a des moments où c'est beaucoup juste être. Ouais. Et se reposer Une fois. et se dire, et genre en mode, je sais pas, penser aux trucs qui vous font du bien ou je sais pas quoi. Je sais pas trop comment ça s'exprime, mais il y a un truc de... Et je sais que j'en avais parlé avec des psys qui me parlaient de cette notion de faire et être. Je sais que moi, je suis énormément dans le faire, approximativement à 95% d'après le psy. Et la notion d'être, je pense qu'elle est aussi différente pour les hommes et les femmes. Mais du coup, c'est pas que une activité, parce que tu parles de la danse, du pilates, mais ça peut ne pas être juste une activité, ça peut juste être un moment où juste t'es toi et t'es pas dans cette notion de performance, en train de réfléchir au business et à réfléchir à comment tu vas optimiser ton setting, faire de la BTS ou quoi, tu vois. C'est aussi être... Je pensais à d'autres choses. Ça peut être, 1000 fois. Et ça, je te l'ai dit là, il y a quelques jours, j'ai ce problème-là, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs l'ont de manière générale, j'associe beaucoup trop ma valeur à ma performance, de ce que je vais faire, justement. Et du coup, c'est ce qui me pousse au quotidien à être toujours en train de faire 1000 choses à la fois, toujours prouver par A plus B, mais en plus prouver à personne, parce que je ne cherche pas à prouver aux autres, mais peut-être à moi-même, du coup, parce que j'ai vraiment l'impression que si je veux avoir la vie que j'ai aujourd'hui, il faut que je la mérite, et du coup, il faut que je fasse des choses toujours plus grandes les unes que les autres. Alors que ça, c'est totalement faux. Donc j'essaye de le déconstruire au quotidien, mais j'ai beaucoup ce truc de corréler performance, corréler mes actions à ma valeur. Et donc c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, parce que sinon c'est là où je me perds un peu trop dans mon énergie. Je dirais pas que c'est forcément complètement faux. Je pense qu'il y a une notion et c'est ça qui rend le truc super compliqué, c'est qu'en fait, en fonction de où t'en es dans le parcours, il y a des notions qui vont être plus intéressantes à des moments ou à un autre. Je pense qu'au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, si tu as un certain nombre d'objectifs, cette notion de j'ai besoin de faire beaucoup et ça représente ma valeur, elle n'est pas si négative que ça. Parce que ce qui peut bloquer au début, c'est beaucoup de la procrastination, le fait de ne pas faire, d'éviter. Et donc je pense qu'avoir cette mentalité-là de faut que je fasse, pendant une certaine période, elle est beaucoup plus bénéfique qu'elle peut être négative. Par contre, il y a des moments où en fait, tu vois, typiquement, si on ramène ça à l'argent, le palier de 0 à 5000, tu peux l'atteindre juste en faisant. En faisant, c'est un peu une question de volume. Évidemment, tu reviens sur les trucs, t'améliores, mais c'est beaucoup de faire. Mais après, pour passer de 5 à 10, 20, 30, 50, 100, tu peux pas faire le même volume que tu faisais de 0 à 5000 pour aller de 5000 à 100 000. C'est pas du tout les mêmes actions, c'est pas du tout les mêmes leviers. Et du coup, les philosophies que tu as à ce moment-là sont différentes et sont pas forcément aussi bénéfiques en fonction de là où tu en es dans ton parcours. Ouais, je suis d'accord. Donc il y a aussi une notion de, typiquement, toi pour tes Gaulais, c'est intéressant. Toi, tu dois leur parler avec des notions qui étaient importantes pour toi quand tu as commencé. Ah oui, 1000 fois. Ça a qui été sont pas celles que tu as aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que même dans ma propre communication, j'essayais vraiment de me remettre à la Olivia d'il y a quelques années, parce que les challenges que j'ai aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes que mes élèves, mes coachés peuvent avoir. Donc non, bien sûr, on n'est pas du tout les mêmes challenges, objectifs en ce moment, les mêmes blocages, et faut pas... C'est bien d'en avoir conscience, tu peux entendre les histoires des autres, mais c'est pas des choses auxquelles les personnes doivent forcément s'identifier, parce que c'est pas les mêmes stades de parcours encore. Ouais, en plus, t'as tellement, et on en disait avec Instagram, t'as tellement d'accès à l'information. Je pense que justement, si en plus on doit partager des trucs à différentes étapes, tu peux te perdre dans un flou d'informations et en plus, quand tu connais pas, ne pas savoir lesquelles sont les bonnes pour toi. C'est ça. Déjà qu'à chaque fois, les personnes viennent vers moi en me disant, mais écoute, je veux bien parler, mais je sais pas quoi faire, j'entends trop de trucs, on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui marche pas. Donc déjà, entre les différents profils, alors si en plus dans un profil, la personne, elle commence à... Donc c'est pour ça que moi, je me force à garder une ligne directrice de je parle uniquement pour les personnes qui veulent se lancer. Plus tard, peut-être que je ferai d'autres choses, mais là, pour l'instant, c'est uniquement mon cœur de cible, quoi. Ouais, bien sûr. Écoute, moi, il y a deux notions que je veux qu'on aborde et après, c'est fini. On en a parlé aussi hors caméra, mais la notion d'expertise et de valeur et de légitimité. Toi, ta philosophie, c'est que tout le monde est légitime en tout cas à publier du contenu ou à se lancer, et que tout le monde a des choses qui sont monétisables. Et sur le fond, on est d'accord sur le sujet, mais dans les problèmes que moi j'ai retrouvés chez moi, c'est que je pense qu'il y a toujours quelqu'un de plus légitime sur ce sujet-là en particulier. C'est le cas. Moi qui fais la prospection, je suis bon dans ce que je fais si tu compares à 99% de la population, parce que ça fait 2 ans que je le fais, parce que je kiffe ça. Mais si tu me demandes un conseil spécifique sur le call, je vais toujours aller te dire, tiens, cette personne-là, elle est vraiment
experte et encore au-dessus de moi sur le cold call. Tu veux sur le contenu, j'ai cette personne-là. Et d'ailleurs, j'adore ce rôle aussi, de pouvoir être un point d'accès à des expertises hyper fortes. Et je suis très content d'avoir ça dans mon réseau. Mais du coup, et ça m'a beaucoup bloqué dans la création de contenu justement, de me dire, en fait, pourquoi je vais parler de ce sujet-là, alors qu'en vrai, il y a cette personne-là qui est 10 fois plus intéressante et pertinente que moi sur ce sujet-là en particulier. Parce que tu fais pas la différence entre légitimité et expertise. En fait, d'être légitime, tout le monde peut le faire parce que justement, c'est juste est-ce que j'ai entre guillemets le droit de le faire? Est-ce que je peux prendre cette place-là? Oui. Par contre, expert, bien sûr qu'il y aura toujours, mais dans n'importe quoi dans la vie, il y aura toujours meilleur que toi et moins bon que toi. C'est logique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes, dans la vie de tous les jours, quand on crée des relations humaines, quand on choisit des prestations, on choisit parce que c'est la personne qui incarne le produit ou la prestation. On ne cherche pas à avoir le plus expert parce qu'on sait qu'en plus, tout a un coût. Des fois, les gens, c'est pas dans leur budget ou il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Les gens, à chaque fois, ils viennent vers toi parce que c'est ton approche, ton énergie, ta façon d'appréhender les choses qui leur parle. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus expert que toi, mais la manière dont il va essayer de communiquer à la personne la valeur de cette chose ne va pas passer de la même manière. Enfin, moi, je sais qu'il y a deux personnes qui veulent me raconter, qui veulent me transmettre la même leçon. Il y en a une qui va plus résonner avec moi parce que juste par rapport à mon expérience, mon parcours, Et c'est ça en fait, le truc, c'est que les gens ont l'impression que ouais, mais il y a mieux que moi, mais il y aura toujours meilleur que toi. Simplement, la manière dont toi, tu vas avoir analysé la situation de la personne en face, ton approche, ta personnalité, ton énergie, ça c'est unique, ça personne ne peut le copier. Et c'est grâce à ça que du coup, tu es totalement légitime de prendre cette place parce que tu vas correspondre forcément à un type de personne. Tu correspondras pas à tout le monde et c'est ok. Il y a des gens qui vont te dire non des fois dans ta vie, c'est ok, mais tu auras forcément des gens avec qui ça va matcher. C'est même conseillé d'ailleurs. Bah oui. Sur les réseaux, c'est même conseillé d'être assez polarisant et d'avoir son... 1000 fois. Parce que sinon, quand tu veux être trop lisse, ben, tu vois, t'essaies de t'adresser à tout le monde, au final, tu parles à personne. Les gens se disent... tout le monde comprend, mais personne s'accroche, s'identifie, et du coup, il n'y a pas de... Et c'est là tout l'enjeu, parce que du coup, t'as envie de te dire, bah ouais, mais genre, quand je faisais du SEO, en soi, je pouvais aider tout le monde en SEO, parce que je savais en faire aussi bien pour une entreprise de BTP qu'une prof de yoga. Mais il fallait que quand je fais en tout cas de la communication, que je m'adresse à un type de personne et que je sois polarisante dans mes propos, parce qu'au moins les personnes vont s'identifier à voilà, ma façon de penser, etc. Et ils vont se dire, ok, mais en fait cette fille-là, j'aime trop comment elle réfléchit, je sais que sa manière de communiquer, ça va me correspondre. Moi, j'ai cherché pendant des années une coach, je ne trouvais pas, je voulais une coach femme, et en plus de ça, il me faut une coach pas qui est dans les énergies, de trucs, on va se... Non, moi je veux quelqu'un qui fonce. Et du coup, c'était compliqué de trouver cette personne-là, j'ai fini par en trouver une il y a quelques mois, mais voilà, ça a pris du temps parce que, encore une fois, il y en a plein d'autres qui auraient pu m'aider. Il y en a peut-être même qui auraient été meilleures que celle que j'ai actuellement en termes d'expertise. Mais l'approche, elle s'appelle Alexia, ma coach, l'approche qu'a Alexia, c'est une approche qui me parle. Donc c'est pour ça que c'est la bonne personne pour moi. Et ça, tout le monde peut être cette bonne personne pour quelqu'un d'autre. Donc concrètement, là, pour revenir une dernière fois sur les filles que tu accompagnes, en termes de se lancer, d'ailleurs ça peut venir sur la création de contenu aussi, c'est quoi les 3 points, là, si tu parles à des filles qui nous regardent ou quoi, ou potentiellement dans les shorts que tu vas faire de ces formats longs, c'est quoi les 1, 2 ou 3 leçons que tu as envie de transmettre, si même jamais elles ne travaillent jamais avec toi, les 3 points qui pourraient leur permettre de passer de leur situation actuelle à leur situation idéale? Déjà, n'attends pas d'être prête, parce que, encore, comme on l'a dit tout à l'heure, le bon moment n'arrivera jamais. Le bon moment, c'était hier. Déjà, et voilà, le suivant, c'est aujourd'hui. Il n'y a rien qui va changer diamétralement entre aujourd'hui et dans 3 mois, littéralement. C'est quand tu vas te mettre en action, quand tu vas expérimenter les choses, que tu vas apprendre et te rendre compte de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc n'attends pas d'être prête. Arrête d'attendre aussi l'idée parfaite. Il n'y aura pas, faut qu'on arrête de voir ce qu'on voit à la télé, de l'idée de start-up qui va révolutionner la Silicon Valley. Non, juste... T'as des compétences aujourd'hui, elles sont monétisables si tu veux changer de vie, parce qu'encore une fois, si t'es bien dans ta vie actuelle, c'est super. Mais si tu veux autre chose, pars déjà de ce que tu as aujourd'hui, essaye pas d'apprendre encore plus, prends déjà ce que t'as, monétise, et ensuite ça évoluera encore une fois avec le temps. Et surtout, quitte à ce que ça se casse la gueule. Mais c'est ça, c'est comme ça que t'apprendras. Moi, j'ai commencé comme ça à vendre des trucs. J'avais vendu un truc, et après j'ai pris une formation pour apprendre à le faire. Évidemment, je me suis pété la gueule. Avec la formation ? Non, j'ai réussi à le délivrer, mais bon, c'est pas allé beaucoup plus loin que ça, quoi. Ah ouais ouais, c'était pas... Bon, c'était ok. Juste la valeur ajoutée du truc était pas énorme. Ouais. C'était une automatisation... C'était très sympa, mais c'était une commodité, quoi. C'était vraiment... c'est un plus à avoir. Mais tout ce que j'ai fait pendant les 6 mois, 1 an, où j'étais un peu à l'arrache comme ça, où j'essayais juste de vendre des trucs que je savais faire, ou alors je vendais des trucs et je trouvais des gens qui savaient le faire, etc. C'est juste une période d'apprentissage énorme. Et déjà, ça débunk plein de trucs psychologiques, ça te permet d'avancer, ça te rapproche beaucoup plus d'un changement que le fait d'attendre et de regarder des vidéos et d'apprendre, etc. Ça, oui. Même si... il y en a qui sont pas capables... elles peuvent être capables, mais d'encaisser cet échec, ça en démotive plus un. Moi, j'ai eu des personnes dans mes DF, des fois, qui me disaient mais j'ai déjà pris telle formation, mais ça n'a pas marché, ou j'en ai marre, j'ai déjà investi là-dedans et machin.
bah ouais, c'est vrai que si tu n'as pas les bonnes approches ou les bonnes personnes ou la bonne méthodologie et du coup tu te plantes, bah il y en a qui arrêtent et je trouve ça trop dommage. Nous on a ce truc de, en fait, peu importe, on sait qu'on va y arriver. Et ça pour moi c'est troisième conseil, crois en toi. Enfin, en fait, si tu te dis que tu vas y arriver, peu importe si ça prend 1 mois, 1 an, 10 ans, bah, tu lâcheras jamais. Et c'est ça qu'il faut, parce qu'il y aura toujours des obstacles. Encore aujourd'hui, on en a, même si on est un peu plus avancé, on a toujours des trucs où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va. Et en fait, si tu sais que non, tu es en train de faire ça pour les bonnes choses, tu sais que ça va marcher au fond de toi, bah, il n'y a rien qui te fera arrêter. Et ça, c'est le plus important, de ne pas abandonner au moindre obstacle, parce que tu vas en avoir 10 000 des obstacles. Et même quand tu gagneras des millions, ce sera encore plein d'obstacles qui seront juste encore plus gros, encore plus stressants. Mais ce sera toujours. Voilà, ce sera encore une autre approche. Mais, ouais, je suis assez d'accord. C'est juste pas abandonner. Et nous, on a déjà ce truc-là, mais quand tu te lances, c'est pas forcément évident pour tout le Ouais, monde. c'est clair. Et après, je sais que moi, c'est l'inverse. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'ego. Et du coup, le fait de rater, ça me donne juste envie de réussir le truc d'après ou de faire mieux, etc. Donc, mais bon, ça, c'est assez parti. Je pense que c'est. Et c'est une forme d'ego, parce qu'il y en a d'autres, au contraire. Bah, j'ai raté, pour mon ego, j'ai pas envie de me remontrer, re-échouer. Donc je préfère arrêter là et retourner dans une sécurité. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a différentes formats. En tout cas, pour moi, ça marche super, quoi. Ouais, c'est c'est super bien. les obstacles. Écoute, dernier sujet que je veux aborder. On habite tous les deux à Bangkok. On vient tous les deux de France à la base. Donc toi de Nantes, très ghetto. Moi de Paris, un peu ghetto. Mais je suis curieux de savoir pourquoi t'es parti de Paris. Je sais que t'as beaucoup voyagé avant d'atterrir à Bangkok. Et après, je suis preneur aussi qu'on fasse un petit point sur Bangkok, ce que t'en penses sur les gens là-bas. Qu'on puisse en parler un peu. Mais déjà, pourquoi t'es parti de la France? Ouais. Pourquoi aujourd'hui, je sais que t'y reviendrais pas, en tout cas pas pour l'instant. Jamais. Qu'est-ce qui a fait ça? J'ai commencé du coup à faire mes études supérieures à Nantes, parce que je viens pas de Nantes même, mais à côté, mais voilà, j'étais dans cette grande ville. Et je me suis rendu compte de l'insécurité qu'il y avait, mais pour moi c'était juste normal, c'était le quotidien. Et je suis partie faire des stages à l'étranger, Madrid, la première fois. Et j'ai découvert qu'en fait la vie pouvait être totalement différente, mais pourtant pas si loin, juste dans le pays d'à côté. Et de me rendre compte qu'en fait je pouvais rentrer de boîte de nuit à 4h du mat toute seule dans la rue et que j'allais vraiment pas me faire emmerder une seule fois par un mec. Et je me suis dit, mais purée, je veux pas du tout revivre ce truc de devoir toujours me retourner s'il n'y a pas quelqu'un qui me suit ou quoi. Donc j'ai commencé après à voyager dans toute l'Europe. Je me suis rendu compte que dans la majorité des pays en Europe, en tout cas à cette époque-là, c'était pareil que Madrid. Il y en a certains moins bien que d'autres, mais dans la globalité, ça allait. Je me suis dit, mais ok, c'est mort, je retourne pas en France. Je veux un pays où je me sens, où ça doit pas être une charge mentale pour moi de pouvoir sortir dans la rue et de me dire, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose, parce que j'ai eu des mauvaises expériences à Nantes. Et donc derrière, je suis partie en Asie pour nouveau continent en me disant, je teste l'Europe, l'Asie, l'Amérique, et ensuite je vois où je m'expatrie. Je suis arrivée à Bangkok, mais encore un autre step au niveau de la sécurité pour les femmes. Mais mon Dieu, c'est incroyable. Vraiment, il n'y a même pas un regard de travers, il n'y a rien. Tu te sens mais 100% en sécurité. Donc, premier argument. Derrière, quand j'ai rencontré les personnes, bah voilà, le hub entrepreneurial, le système de santé qui est incroyable aussi en Thaïlande. Il y a trop de choses, le soleil, l'accessibilité aux îles. Enfin, tout ça m'a fait dire que c'était une super vie pour l'instant et que j'allais mettre en pause mes objectifs d'aller en Amérique ou quoi. Je restais à Bangkok tant que ça me convenait. Par contre, le truc qui m'avait fait hésiter à l'époque, c'était le fait qu'il manquait des femmes dans la ville. Je suis beaucoup avec des cercles francophones. Honnêtement, j'ai très peu de potes étrangers. Et je me disais, mais moi, il me faut une copine quand même, au moins une, quoi. Et au début, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Puis un jour, j'ai fait une soirée avec des gars où le lendemain, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, ça va être eux mes potes, ceux que j'ai actuellement. Et je me suis dit, c'est bon, je suis alignée avec eux. Tant pis si c'est des garçons. Mais donc, ça m'a fait rester. Mais c'est vrai que la majorité des mecs à Bangkok, je suis pas forcément. Alors, j'en ai plein, c'est pour ça que c'est vraiment mes potes, mais il y a des mentalités où je conçois juste pas les choses de la même manière qu'eux. Au niveau des relations humaines, par exemple, leurs relations de couple, ceux qui sont avec des tailles, non pas du tout pour dénigrer les tailles, mais c'est un style de vie où ils vont subvenir aux besoins de la femme. Un peu pour moi la vieille époque, en fait, par rapport à l'Occident, où on n'est plus du tout dans cette mentalité. Mais je pense que tu serais assez surpris parce que, fondamentalement parlant, je pense que c'est pas juste les gens à Bangkok. Je pense que c'est les hommes en général, ils cherchent un peu à être en mode un peu le patron de la maison, et c'est trop bien, mais en fait, la meuf. Mais je pense qu'il y a un certain degré. De comment l'exprimer, parce que tu vois, il peut y avoir comment des l'exprimer sans se faire censurer sur YouTube? non, mais
la manière dont l'homme va exprimer ce truc de un peu provider et tout ce que je peux comprendre, parce que du coup j'ai beaucoup Mais appris. pas des Hein. gros guillemets, c'est... Mais j'ai beaucoup appris depuis 2 ans que je suis à Bangkok, d'avoir eu énormément de discussions avec plein de mecs différents. Et donc je comprends mieux maintenant comment peut fonctionner un homme. Mais donc je peux comprendre ce truc de voilà. Les 2 personnes vont au restaurant, l'homme veut payer, ok, je peux comprendre. Moi à l'époque, ça aurait été maintenant, on fait ça, enfin, une fois sur 2, on invite l'autre et tout, je peux comprendre. Mais le truc de. Alors là, je pousse dans l'extrême, je dis pas que mes amis sont comme ça, mais la taille qui va rester à la maison et qui va mettre le dentifrice sur la brosse à dents, qui va préparer à manger et qu'après regarde Netflix toute la journée où elle sort avec ses copines pour faire du shopping avec la carte de son mec, ça, non, je suis pas du tout alignée avec ça. Et là, quand même, j'ai certains potes qui encouragent leurs copines à créer des business aussi, faire des petites choses, même si c'est pas quelque chose qui va faire des millions, juste au moins qu'elle a une activité aussi, qu'elle reste avec la personne pour les bonnes raisons, pas juste pour l'argent du gars. Enfin voilà, il y a des mentalités en tout cas à Bangkok, il y a aussi beaucoup de prostitution qui fait que les garçons sont pas toujours là pour des raisons, ou encore une fois, lesquelles je suis alignée. Aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut, juste je sais que humainement parlant, je matche pas avec tout le monde. Il y a plein de gens avec qui je veux bien m'entendre, on va passer des bonnes soirées, mais je pourrais pas avoir des connexions ultra profondes avec ces gens-là parce qu'il y a trop de trucs avec lesquels je suis pas alignée, quoi. Ouais, je comprends. Ah, moi, c'est... J'ai pas encore discuté avec assez de gens à Bangkok, je pense, pour avoir cette vue-là, mais m'étonne pas tant que ça. C'est très décadent Bangkok. Si tu veux aller dans les vices, tu peux pousser le vice très loin. Ouais. Moi, j'aime bien la ville de manière complètement transparente. Le fait que ça soit pas cher. Alors, entre gros guillemets, parce que tu as fait une vidéo dessus et tu te retrouves à te payer aussi cher qu'à d'autres endroits, même plus. Mais moi, à mon niveau, ça me revient bien moins cher que ce que j'ai pu avoir en Europe. Mais par contre, c'est les business models des entrepreneurs qu'on voit ici. Je trouve ça dommage. Il y a un certain nombre de business models qui sont basés sur des vices humains. Et donc ça, je suis pas un grand fan. Mais ça peut être de l'OFM ou ça peut être du casino et typiquement des tunnels d'ads pour dessine ton âme sœur. Tu vois, pour des gens qui se sentent seuls et tout. Et ça cartonne en plus. Hein. Ah c'est bah ça qui est bien sûr, mais de toute façon, tout ce qui est vice humain, c'est là où il y a le plus d'argent à se faire. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs en ligne l'ont compris. Donc je comprends et je respecte, mais je trouve ça dommage. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir c'est pas le genre de business qui m'impressionne en tout cas ou qui me donne envie de parler énormément avec la personne. Et deuxièmement, on voit beaucoup de business un peu qui étaient à la mode, donc c'est un gros hub d'e-commerçants. Et je trouve ça dommage d'avoir tout le business model aussi. J'aime bien les business un peu pas sexy. Comme je te disais, je rêverais. Typiquement, là, on accompagne un ami qui fait des fanions. Donc, c'est les drapeaux pour les équipes de sport où tu as une photo de l'équipe et ça se tient. Et c'était une tradition de match en France. Je trouve ça super. Je trouve le business, c'est tellement pas sexy. C'est une usine qui fait des fanions, tu passes des commandes. C'est tellement pas sexy, mais je trouve ça tellement plus sympa. Et en plus, vu que je suis entouré de beaucoup de gens qui font du business en ligne, j'aime bien parler avec des gens qui font un business un peu différent. Tu vois, un truc où il y a de la manufacture, un truc où il y a une industrie à faire tourner, et du coup il y a des ouvriers à l'intérieur. Ça, toi, tu mets beaucoup un point d'honneur sur les emplois qui vont être créés derrière. Enfin, il y a aussi un peu cette dimension du coup de physique, même si le business va être digital, tu as envie que ça ait un impact physique dans le monde, quoi. Pas juste un paiement d'une carte bleue et à la limite e-commerce, mais il y a un produit souvent, parfois, que les gens reçoivent. Donc ouais, je comprends ce truc-là, je comprends à 1000%. Moi, c'est vrai que c'est pareil, il y a plein de business models que encore une fois, pas de jugement, mais je suis pas alignée, je le ferai pas. Mais après, voilà, c'est sûr que oui, il y a tout. Et particulièrement Bangkok, qui est une ville avec beaucoup de vices, on retrouve du coup des gens qui peuvent être parfois border sur certains sujets ou voilà, qui n'ont pas le même alignement que... Après, moi, maintenant, la vision que j'en ai, après le peu de temps que je vis ici, c'est... je trouve que c'est un énorme tremplin. 1000 fois. Tu vois, quand t'es dans un environnement, donc moi je viens de Paris, donc j'avais déjà peut-être un peu plus que les gens de la campagne, mais quand tu vas dans un environnement où c'est pas du tout entrepreneurial, où t'es plutôt la personne qui sort du lot quand tu fais un peu ce genre de démarche, c'est beaucoup plus compliqué. T'arrives à Bangkok, ça normalise tout. Il y a des gens qui sont à des paliers de niveau au-dessus de toi, mais il y en a peu où c'est mirobolant, je trouve. Il y en a, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement bien réussis et ils sont beaucoup moins accessibles en plus. Donc c'est des premiers paliers et je pense que ça débunk des choses, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Et je pense que c'est un palier pour aller après. Je pense qu'il y a un autre endroit sur Terre qui sera, en tout cas pour moi, adapté
à l'étape d'après où je voudrais Ouais. être. C'est ce que je me dis que, aussi. que Moi, j'ai même pas encore. je voyais Bangkok vraiment comme un tremplin. Il y a trop de raisons pour lesquelles je pourrais pas faire ma vie là-bas. Mais c'est super quand tu débutes parce que il y a quand même un certain niveau. Genre, on n'est pas à Bali où il y a que des chômeurs. C'est pour moi qui l'ai dit. Non, ouais, j'avais, il y a des très bonnes personnes et en plus j'ai plein de gens que j'apprécie beaucoup qui sont à Bali. Juste, il y a aussi beaucoup du coup de gens qui gagnent pas vraiment d'argent, qui ont France Travail et voilà, qui rentrent au bout de 2 mois parce qu'ils ont cramé toutes leurs économies. Et Bangkok, il y a pas la mer, en fait, il y a quand même pas trop les vices que tu peux vite avoir à Bali, ou en tout cas, c'est pas les mêmes. Mais du coup, bon, t'es là pour bosser, quoi. Donc c'est un bon tremplin, et après, oui, c'est sûr que pour aller derrière, ailleurs, mais ça reste une très belle ville. Je trouve si tu sais bien t'en servir, ça je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un catalyseur pour moi. Genre, ça va amplifier ce qui marche ou ce qui marche pas chez toi. Ouais. Et c'est une très très belle ville. Bon, en tout cas, merci Olivia, c'était très intéressant. Merci à toi. Et je mettrai toutes tes infos en comment, enfin dans la description de la vidéo pour que s'il y a des gens qui sont intéressés, vous puissiez aller checker ça. Carrément, merci. Ciao. Salut.